Euh, on peut commencer? Donc notre panel d'aujourd'hui, il va focaliser sur les énergies renouvelables comme une opportunité d'investissement. Moi-même, je suis Rafik Missaoui, consultant et expert en énergie renouvelable, en efficacité énergétique et en changement climatique. On a des éminents intervenants qui vont parler de leur expérience et de leur point de vue sur la question. Ce que je peux dire que les énergies renouvelables et le changement de modèle énergétique aujourd'hui peut être vraiment un moteur de développement, un moteur de croissance économique et un moteur de création d'emplois, comme l'a été les technologies de l'information durant durant la dernière décennie. Et donc, c'est vraiment une opportunité à saisir. On va discuter aujourd'hui comment on peut saisir cette opportunité. Je vais commencer par donner la parole à M. Abdelkrim Rzel, qui est directeur des énergies renouvelables à l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie et qui a travaillé longuement et largement sur les discussions qui ont abouti à la promulgation de la loi sur les énergies renouvelables. Et donc, il va nous parler aujourd'hui du cadre un peu de cette loi-là, quelles sont les implications et quelles sont les possibilités. C'est Abdelkrim, on est assez contraint par le temps. Essayez de prendre vraiment 5 minutes et permettez-moi, excusez-moi d'être un peu strict sur le temps. Merci. Allez, ciao. Je crois que ça va. Bonjour à tous, merci Séraphiq. J'ai prévu quand même une présentation de 16 diapos un peu pour vous présenter les perspectives de développement des énergies renouvelables en Tunisie, mais malheureusement, faute du temps, je vais essayer de procéder autrement. Donc, vite fait, pourquoi on essaye aujourd'hui de parler de développement des énergies renouvelables? Ça ne fonctionne pas, voilà. Pour la simple raison que la Tunisie, si jamais elle ne dispose pas, et elle ne bénéficie pas quand même des ressources importantes en termes d'énergie fossile, telles que le pétrole ou bien le gaz, mais là, ce qui est sûr, c'est que quand même, on a un gisement important et inépuisable en termes de ressources renouvelables. Là, je peux citer l'énergie solaire partout en Tunisie, et là, le gisement avec plus que 3000 heures d'ensoleillement par an, avec une radiation globale de l'ordre de 2200 kWh par mètre carré par an. Donc, disons que c'est un gisement favorable aux différentes applications de l'énergie solaire et principalement la production d'électricité. Et on estime là, notre potentiel à quelques centaines de gigawatts. Ces centaines de gigawatts suffisent pour couvrir là, nos besoins électriques plusieurs centaines de fois. Même chose aussi pour l'énergie éolienne. Là, on a plusieurs sites avec des vitesses du vent permanent et avec des vitesses considérables, ce qui laisse la production d'électricité par l'énergie éolienne là, rentable et concurrentielle aux énergies fossiles. Et rien qu'au niveau des sites, avec une vitesse qui dépasse les 7 mètres par seconde, on a estimé notre potentiel réalisable à 8000 mégas et pratiquement on a le vent partout en Tunisie, du nord au centre, au sud tunisien. Mais malgré ce potentiel important, la part des énergies renouvelables dans le mix électrique, dans le mix énergétique pour la production d'électricité, ça n'a pas dépassé les 3% fin 2014. Donc aussi, il faut dire que ces technologies renouvelables, ils ont connu un progrès, un développement important au niveau des technologies qui se traduit par une croissance énorme, exponentielle en termes d'exploitation et de recours aux énergies renouvelables dans le monde, à citer que là, le parc mondial en termes du photovoltaïque, il a atteint les 180 gigawatts en 2014 et 380 gigawatts pour l'énergie éolienne en 2014 aussi. Donc, il ne faut pas oublier aussi l'autre avantage là, des énergies renouvelables en Tunisie, tel que le renforcement de l'indépendance énergétique du pays, la sécurité d'approvisionnement, à rappeler que nous sommes maintenant un pays qui couvre à peine 60% de ses besoins par ses ressources nationales. Là aussi, le recours aux énergies renouvelables, ça nous permet de créer beaucoup plus de postes d'emploi
par rapport à la production d'électricité par les énergies classiques, là, le renouvelable là, embauche 4 fois que les centrales, par exemple, là, les centrales à gaz. Là aussi, donc, une telle économie d'énergie, ça va nous permettre, et nous sommes un pays importateur, de réduire notre facture énergétique. Et sans oublier l'impact environnemental, à savoir l'atténuation des émissions des gaz à effet de serre. Donc, pour toutes ces raisons, la Tunisie a engagé une politique visant la promotion des énergies renouvelables dans le cadre d'une politique de transition énergétique. Et l'objectif fixé à l'horizon de 2030, c'est de produire au moins 30% de notre production électrique à l'horizon de 2030 à travers les énergies renouvelables. Ces 30%, donc on ne va pas les atteindre brusquement, mais un objectif graduel en passant à 14% en 2020 et à 24% en 2025 pour à la fin atteindre les 30% à l'horizon 2030. Pour atteindre cet objectif-là, il faut mettre en place des capacités additionnelles en termes d'énergie renouvelable qui vont être de l'ordre de 3800 MW en 2030 et 1200 MW en 2020 contre 275 MW en 2015. Là, ces capacités, là, on va recourir aux ressources qui sont disponibles. La première ressource, ce sera l'énergie éolienne, avec à peu près la moitié de cet objectif, de l'objectif concernant la puissance, sans oublier le solaire photovoltaïque à peu près 1500 MW et le CSP, la technologie des centrales thermosolaires. Là, mais on a reporté un peu là, le CSP au-delà de 2020, étant donné que ça reste une énergie qui est peu concurrentielle par rapport à la production classique, sans oublier, bien sûr, la valorisation des déchets. Ces déchets qui présentent aujourd'hui pour le pays un problème, là, on peut les valoriser et produire l'électricité à travers ces déchets-là. Et notre objectif, c'est d'atteindre les 100 MW à l'horizon 2030. Bien entendu, là, ces objectifs par technologie, on peut les changer au fur et à mesure là, de l'état de développement de ces technologies d'ici 2030. Tous ces investissements, donc, nécessitent ces réalisations nécessitent la mobilisation d'un investissement important, estimé à 6,3 milliards d'euros en 2030, soit l'équivalent de 14 milliards de dinars tunisiens, et 1440 milliards d'euros à l'horizon 2020. Donc là, ça saute aux yeux. On ne peut pas continuer avec la même approche qu'actuelle, c'est-à-dire que la STEG produit l'électricité, mais on doit recourir surtout aux différents investisseurs potentiels, à savoir le secteur privé, à savoir aussi l'encouragement des consommateurs d'électricité à produire leur propre électricité à travers les énergies renouvelables et bien sûr continuer aussi avec l'opérateur historique et la STEG. Et donc là, pour être attractif et pour mobiliser un peu ces investisseurs privés, il faut mettre en place un cadre réglementaire favorable permettant cette mobilisation, chose qu'on a essayé de le faire à travers la nouvelle loi portant sur la production d'électricité par les énergies renouvelables, la loi numéro 12-2015 qui vient d'être publiée le 11 mai 2015. Qu'est-ce qu'elle stipule, cette loi? Elle insiste surtout à ce que ces objectifs de 30% vont être là moyennant des programmes ficelés par technologie. Donc, on ne parle plus d'un objectif sans programme d'action, mais ça va être accompagné par un programme d'action. Et surtout aussi, cette loi, elle a fixé les différents régimes de production par les renouvelables. Parmi ces régimes, bien sûr, là, on trouve l'autoproduction, c'est-à-dire tout client de la STEG, il peut recourir aux énergies renouvelables pour produire l'électricité dont l'objectif de couvrir ses besoins. Et si jamais il y a un excédent, cet excédent il sera vendu à la STEG. De l'autre côté aussi, on va ouvrir la possibilité aux propositions spontanées dans le cadre de ce qu'on appelle, connu par le feed-in tarif. Si jamais la puissance à installer ne dépasse pas une certaine capacité limite, là, le promoteur peut présenter au ministère chargé de l'énergie un dossier afin de réaliser des centrales, mais ces centrales vont être destinées à la vente exclusive à la STEG. Et la STEG, elle va s'engager à acheter cette électricité moyennant des tarifs fixés à l'avance. Là, les puissances limites et les tarifs
qui seront fixés. Donc, ils vont être l'objet des décrets et des arrêtés, sont les textes d'application de la nouvelle loi. Et cette nouvelle loi, elle a mentionné que le gouvernement il dispose uniquement de 6 mois pour publier ces textes d'application. Et on sait très bien que ce sont les textes d'application qui intéressent le plus les investisseurs privés. Si jamais on a intérêt à développer des centrales qui dépassent ces capacités limites, ça sera l'appel d'offres. Donc, c'est le recours systématique aux appels d'offres. Et là, les soumissionnaires qui vont proposer le kilowattheure moins cher, ils vont être retenus. Et bien sûr aussi que... 2 minutes. Et bien sûr aussi, il y a dans ce cadre d'initiatives internationales, régionales, Desertec et autres, là, il y a aussi avec la directive européenne de 2009, là, cette directive qui autorise aux pays de l'Union européenne d'aller chercher cette électricité verte en dehors des pays de l'Union. Donc, on a dit qu'il y a possibilité que des investisseurs privés réalisent des projets dans le but de vendre la totalité. Malheureusement, on ne dispose pas du temps. Là, j'ai essayé un peu de donner les grandes lignes de cette loi, mais je reste à votre disposition pour toute information dans ce cadre-là. Ce qu'on peut dire à la fin, on ne va pas s'arrêter uniquement au niveau de la loi. L'atteinte de ces objectifs nécessite là plusieurs réformes, plusieurs mesures d'accompagnement, telles que même la simplification des procédures administratives pour avoir les autorisations, le renforcement des capacités locales, la formation de l'effectif et des ressources humaines qui vont contribuer dans l'atteinte et la réalisation des centrales programmées. Aussi, le problème des énergies renouvelables, c'est que cette électricité produite, c'est une électricité intermittente, et donc il faut renforcer le réseau électrique, le réseau national électrique de la STEC, pour pouvoir absorber cette électricité produite par les renouvelables, et aussi la mobilisation des financements, et là, la mise en place du fonds de transition énergétique, ça va aider énormément à réaliser surtout les projets d'autoproduction. Et ce qu'on peut conclure, c'est que la Tunisie a mis quand même un nouveau plan ambitieux et réaliste. On n'a pas voulu là mettre des objectifs avec des dizaines de milliers de mégawatts, là qu'on est sûr qu'on ne va pas réaliser. Et ce plan, il cadre avec la nouvelle stratégie énergétique du pays. J'ai oublié que cette nouvelle stratégie aussi, elle est basée sur l'efficacité énergétique. On ne doit pas penser uniquement au développement des énergies renouvelables, et que les réformes nécessaires pour atteindre ces objectifs, ils ont été déjà lancés. Le premier né, c'était cette nouvelle loi, le fonds de transition énergétique, mais j'espère bien, d'ici fin de cette année, là, on aura un cadre favorable vraiment pour la mobilisation du secteur privé et pour lancer le réel démarrage au niveau de ces projets, là, début 2016. Et voilà, Rafik, toutes mes excuses si jamais... Non, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante qui montre que finalement, on a tous les ingrédients. Il y a la volonté politique, puisqu'il y a un plan solaire tunisien qui a été développé en consensus avec tout le monde. Donc, il y a cette vision politique. Et il y a les instruments de mise en œuvre de cette politique qui commencent à se dégager, qui sont la loi et les textes d'application qui vont suivre. Et que on voit, quand on voit les chiffres de 6,4 ou 6,3 milliards d'euros, il est clair que la puissance publique toute seule ne pourra pas faire face à cet investissement-là. On a besoin des investisseurs privés, qu'ils soient nationaux ou internationaux, dans un cadre bien précis et bien réglementé. Il faut dire qu'on développe ça de manière pas isolée de ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est ça là. Et pour cela, il y a un consensus qui commence à se dégager dans le monde sur le fait de la nécessité de changer de modèle ou de paradigme énergétique. On sort du paradigme ancien où l'énergie est vraiment centralisée avec des opérateurs centralisés qui distribuent, vers un paradigme où l'énergie devient de plus en plus décentralisée. Et je pense que c'est ça, Al-Hanachi. Vous avez 5 minutes pour nous donner, pour nous donner un peu... Les mêmes 5 minutes que vous avez données à Sir Abdelkrim. On prolongera ensuite. C'est ça. Vous voyez Sir Abdelkrim très rayonnant aujourd'hui. Il fallait le voir au mois de novembre 2014. Il était très déçu parce qu'il avait travaillé très longtemps
sur les énergies renouvelables et on espérait les avoir passées au mois de mai 2014. Malheureusement, ce n'était pas passé, mais avec la persistance et la persévérance, on a enfin passé les énergies renouvelables. Ce que je veux dire, maintenant que nous avons sécurisé la place des énergies renouvelables dans le paysage énergétique tunisien, je pense qu'on veut élargir cette place pour lui donner, comme vous l'a dit Sirafir tout à l'heure, non seulement une place à un jeu énergétique, mais à un jeu aussi de développement. Comment est-ce que les énergies renouvelables, en plus, bien sûr, l'efficacité énergétique, mais aujourd'hui, le sujet, c'est les énergies renouvelables, comment est-ce que les énergies renouvelables peuvent être un moteur de développement? Très simple. Je vais commencer pour vous dire un peu quelles sont les conclusions auxquelles je vais aboutir, et ensuite, je remonterai un peu vers ce consensus dont on a parlé. La première chose que je recommanderais à Abdelkrim, c'est de prendre le train. Le train pour Istanbul et le train pour Paris. Pourquoi le train à Istanbul? Parce qu'à Istanbul, il va y avoir un grand événement GAP. GAP, c'est Global Apollo Program. Il y a maintenant un grand nombre de chercheurs internationaux, britanniques, David King, et, qui proposent maintenant de faire un programme de 150 milliards de dollars d'ici 2025 pour abaisser le coût de l'énergie pour qu'il soit plus bas que même celui du charbon. Donc il faut absolument que la Tunisie fasse partie de ce programme. Et il faut négocier parce que ce programme exige que l'on dépense, pour que le pays fasse partie de ce programme, qu'il dépense 0,02% du PIB, qui est beaucoup pour la Tunisie. Mais je crois qu'on fera exception pour la Tunisie à cause de la transition énergétique. La Tunisie aujourd'hui est maintenant le garçon ou le bébé ou la fille aussi. La fille. Et aussi nous avons des relations très, très, très sympathiques avec la Turquie. Le deuxième billet, le train, alors on ne peut pas prendre le train à Paris, mais on peut prendre l'avion, à moins que ce soit un train. C'est pour le COP 21, donc la coopération, donc la conférence des parties à Paris au mois de décembre, où l'énergie sera à l'honneur. C'est là, effectivement, où le consensus a eu lieu et où l'énergie est à la fois au banc des accusés, l'énergie fossile, mais aussi l'énergie à l'honneur. Donc, le consensus qui a eu lieu et qui va culminer, qui a déjà culminé en fait en Allemagne à l'occasion de la réunion du G7, où le ministre Sigmar Gabriel de l'économie d'énergie en Allemagne, je n'ai jamais vu un consensus aussi fort sur le besoin de changer, de faire face au changement climatique, de faire face au réchauffement global, et que la solution pour cela, d'abord que le responsable est l'action de l'homme, et que la solution réside dans, la décarbonisation de l'économie mondiale et des économies nationales, et aussi le changement de paradigme énergétique. Et que dans son changement de paradigme énergétique, il va à Wiedersee pour les énergies fossiles d'ici 2100 et énergie renouvelable, bienvenue à bord, welcome aboard pour les énergies renouvelables, dans toutes ses formes, et en particulier l'énergie solaire. Alors, il faut comparer ce consensus au brouhaha qui a eu lieu il y a 20 ans ou plus de ça à Kyoto, en 1997. Les États-Unis ne croyaient pas au problème du changement climatique, au réchauffement global. La Chine pensait qu'elle avait droit à la pollution parce qu'il fallait qu'elle réalise son développement industriel. L'Inde aussi. L'Arabie saoudite, elle dit vous ne voulez pas qu'on vende de pétrole. Donc, et maintenant, il y a un consensus universel, non seulement entre les gouvernements, mais aussi entre les business. Il y a même eu une réunion au mois d'avril de 43 entreprises qui produisent à elles seules 1,1 billion de dollars en chiffre d'affaires, et qui ont demandé que l'on établisse la taxe carbone, qui ont demandé que l'on fasse quelque chose au sujet du changement climatique, avec 340 investisseurs institutionnels qui ont fait cette motion-là. Donc, vous voyez, donc, entre la société, Greenpeace, bien sûr, elle était heureuse. On n'a jamais vu les ONG féliciter un sommet comme celui du G7 en Allemagne. Donc voilà ce consensus énorme sur le besoin de changer de paradigme énergétique et sur la place énorme des énergies renouvelables dans ce besoin. Ça veut dire que les énergies renouvelables, d'un petit jeu marginal,
d'un jeu résiduel, d'une place résiduelle dans les jeux énergétiques et d'une place marginale, elle va occuper la place d'honneur. Et donc, il y avoir un mouvement énorme d'évolution vers cette énergie, vers cette forme d'énergie. Et que donc la Tunisie doit changer de perspective sur la manière dont elle regarde l'énergie. L'énergie ne doit plus être perçue simplement comme un poste de coût ou comme simplement une stratégie de répondre aux besoins en énergie de la Tunisie. Je pose la question suivante. Si je disais au ministre de l'Industrie, faites-moi une stratégie sur le textile. Et si sa stratégie sur le textile évoluait autour de la réponse « Quelle est la capacité du secteur du textile à habiller les Tunisiens ?», tout le monde se révolterait parce que le secteur du textile ne fait pas qu'habiller les Tunisiens. Une femme sur 3 en Europe porte une lingerie tunisienne. Donc faire une stratégie autour du besoin de la Tunisie en énergie, c'est comme faire une stratégie autour des besoins de la Tunisie en vêtements. Le textile est un secteur créateur de développement, créateur d'emplois, créateur de beaucoup de services, etc. Donc il faut que l'énergie devienne comme cela. Un autre exemple pour cela, c'est les composants automobiles. La Tunisie n'est pas producteur, n'est pas fabricant de voitures, mais que deviendrait l'économie tunisienne si on fait une sorte de lobotomie, si on tronquerait l'économie tunisienne du secteur des composants automobiles? Donc la Tunisie peut se placer aussi dans le cadre de ce secteur. Donc pour composants industriels, pour ce secteur qui va devenir une grande puissance. Alors, donc je vais aussi dire, bon, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais partir de 2 minutes, je vais passer très rapidement. Donc, il faut donc s'arger d'abord de perception, il faut absolument regarder le secteur de l'énergie non pas comme un poste de coût, mais comme un poste de revenu. Et non pas comme un secteur linéaire, mais comme un secteur multiplexe. Dire stratégique, ça veut dire voir stratégique, c'est voir loin, voir tôt et voir lourd, voir les enjeux. Donc il faut voir loin, il faut voir tôt plutôt que les autres, plus loin que les autres et plus lourd que les autres. Et donc il faut absolument changer pour regarder le secteur de l'énergie en Tunisie comme un secteur un poste de profit. Et comme un secteur multiplexe qui touche à la recherche, qui peut aider nous avons, depuis un mois, nous n'arrêtons pas à Synergie PEDA, nous n'arrêtons pas d'assister à des réunions sur la stratégie de la recherche et de l'innovation en Tunisie. Eh bien, s'il y a un secteur où la Tunisie a un avantage en matière de recherche et d'innovation, c'est bien les énergies renouvelables. Parce que la Tunisie a commencé à travailler sur les énergies renouvelables dans toutes ses formes. L'éolien, le solaire, le thermosolaire, le photovoltaïque, depuis 1978. Et nous avons, en 1984, fabriqué des panneaux photovoltaïques sans recours à aucun brevet étranger. La seule chose que nous ayons importée, c'est un peu les lingots de silice. Et nous avons des chercheurs qui publient, qui sont reconnus. Et maintenant, cet espace ou cette orientation qui a commencé à Bolsedria s'est étendue à toutes les universités en Tunisie. Il n'y a pas une université en Tunisie, ou il n'y a pas une école d'ingénieurs en Tunisie, où on ne travaille pas sur les énergies et sur la plupart des maillons de la chaîne de l'énergie. On travaille sur la purification du silicium, mais les Allemands sont très intéressés par certains procédés qui ont été développés à Bolsedria par Hatem Zawiya et Shakib El-Qarqni. Il y a des Mounjibou Aïcha qui a travaillé sur les panneaux photovoltaïques, Jamal Belhad qui a travaillé sur les smart grids. Et les seuls maillons de l'énergie où on n'a pas travaillé, c'est le stockage et un peu aussi le transport. Mais donc, nous pouvons intervenir. Mais il ne faut pas. Il y a aussi donc, la Tunisie peut être, et c'est pour cela qu'il faut aller à Istanbul, pour faire participer la Tunisie au programme GAP. Mais la Tunisie peut aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, être les composants industriels, comme pour les composants automobiles, les autres composants pour l'énergie renouvelable. Ça peut être aussi pour la décentralisation. L'énergie renouvelable, surtout solaire, par rapport à la thermosolaire, à la photovoltaïque, à la région, un peu comme les ordinateurs. Vous pouvez aller du petit micro au mini ou pico ordinateur
au grand système, au superordinateur. Et donc, avec l'énergie solaire, vous pouvez aller du résidentiel vers les centrales maintenant, les Very Large Scale PV Power Systems. On peut maintenant, le PV n'est plus, il ne faut plus percevoir l'énergie photovoltaïque comme seulement pour le résidentiel. On peut faire maintenant des centrales d'énergie photovoltaïque en gros système. Et donc, alors, ça veut dire qu'il faut essayer de développer. Nous avons maintenant une vingtaine d'entreprises qui sont dans l'installation. Il faut développer cette installation pour soi-même, un peu comme pour le prosol. Voyez le problème de percevoir un secteur comme un coût et plutôt comme un revenu. La Tunisie n'a jamais valorisé son expérience en prosol pour la vendre ailleurs. Nous avons une expérience unique dans l'installation de chauffe-eau solaire sur les résidentiels, mais ce n'est jamais devenu une industrie exportatrice. Parce qu'on l'a vu comme un centre de coût et comme un moyen de réduire la facture électrique plutôt que comme un centre de profit qui peut être un centre d'exportation d'informations. Et c'est aussi donc pour aussi plusieurs d'autres... Je vais m'arrêter ici et j'espère que vous me donnerez l'occasion pour la sécurité. Voilà le problème que je voulais dire, pour la sécurité. Ça vous semble être un peu bizarre. Vous savez, nous avons à Ksar Rilen, on fait du tourisme, mais comme c'est un peu en dehors de la... On fait aussi l'électricité avec le photovoltaïque. Mais Al-Borma, peut-être... Arji Mahtouk, par contre, on a fait de l'agriculture pour fixer les populations et pour avoir de la présence dans l'espace, dans le Sahara. C'est ça. Le terrorisme, contrairement à la nature, il adore le vide. Il ne hait pas le vide, il adore le vide. Et donc, pour combattre le terrorisme, il faut enlever le vide, il faut être présent. Et donc, El Borma peut devenir comme Almeria ou comme Alice Springs en Australie, peut-être un centre d'essai, un centre d'agriculture et de tourisme. Et pourquoi un centre d'essai? Parce que les technologies de la photovoltaïque ou du solaire ou de l'énergie en général, elles sont faites dans un pays et utilisées dans un autre. Elles sont faites dans un pays comme le Japon ou l'Allemagne ou la France, mais elles sont utilisées dans des pays comme la Tunisie. Et donc il y a un impératif absolu de localisation, c'est-à-dire d'adaptation des technologies à l'environnement local, et El Borma pourrait devenir cela. Merci, c'est ça là. Merci beaucoup, c'est ça. Et je m'excuse parce que j'ai pas présenté tout à l'heure, c'est ça là, mais il est tellement connu que j'ai oublié de le présenter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sa présentation est tellement riche parce qu'il a fait, il a tellement eu de postes dans sa carrière, entre des postes de diplomatie en Asie, entre des postes de secrétaire d'État à la coopération internationale, mais aussi une activité très importante dans la société civile, puisqu'il est fondateur et gérant actuellement d'Atlas, de la fondateur d'Atlas, de l'Institut des études stratégiques. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc, je vais, sans transition, je vais passer la parole à Laurent Cambier, qui est Business Development Manager au groupe General Electric. Il a une longue expérience dans les énergies renouvelables et il s'occupe un peu du développement des énergies renouvelables, notamment dans la région Europe, la région Middle East, donc Moyen-Orient, et la région Afrique. Donc, en même temps, vous m'excusez, je vais céder la parole aussi, disons, la modération à ces salles, parce que je dois partir, je suis en train de rater l'avion. Je suis vraiment désolé et merci beaucoup de m'avoir invité et surtout d'assister à ce débat très, très riche. Et je vous souhaite vraiment une très bonne continuation. C'est ça. Non, je vais à Djibouti. À Paris, à Paris. C'est aussi bien, c'est aussi bien. Pour préparer la COP 21, probablement. Allez, très bien. Donc, à vous là. Merci. Thank you very much. I also have a flight, so I'll be quite short, which is right after his flight, I suppose. First of all, I want to thank you for the invitations and the Economic Forum. This is, for me, an honor to be part of this reviews. I'm Laurent Cambier. I've been working in the wind industry for 17 years, so most of my career is in the wind business.
from project development to construction, so EPC world, the constructions, as well as asset management and services of the wind farms. I'm now working from General Electric as a business development lead, and my job is to advise my company to invest in terms of money, but also in terms of job creations. And I think the job creation is a very important aspect of the wind energy sector. The jobs are creating along the full value chain of a wind project, from the wind site design to the layouts to the preparation of the construction. Everything needs to be done locally. The substations design, so you need good electrical engineers to do that work, as well as the foundation design, which are conducted locally. I think that's very important. There's nothing we could do from our company in Germany. It has to be local, in my opinion, and that's how we are doing business. And once the units are constructed, what is important is to service the units, and in that respect, we need people to create and take care of the units for 20 years. So that's a very important aspect. And what we try to do as a General Electric company is to liaise with university early enough in the project phase in order to to find some talents early enough to train them back in Germany or elsewhere in the world in the wind business, and have the people available when the projects are in operations for maintenance. I think that's very important to have a local presence for the services over the 20 years time life. Now, the renewable energy law in Tunisia has set this ambitious target, the 30% of productions from renewable energy, and I think this will clearly help the country, Tunisia, to be less dependent on fossil fuel, we talked about earlier, but it will also help the country to respond to the electricity demand, which is, in my opinion, driven by population increase, as well as economic growth in the future. And the private sector will play, a big role in that journey to achieve this target. To make it happen, the regulatory text, which will be published as a consequence of the new feed-in tariff law, need to be sufficient to attract investors. So I've seen in my careers both extreme, a feed-in tariff which was, too low and not stable enough, where a project do not get constructed and not get to the finish line. And I've seen the opposite, where it was too generous, where project get constructed, but then obviously it increased the energy bill of a country. So I think the challenge for, it's really for a country to figure out what is the right balance according to the wind study in a country. I think that's very important, and that's not an easy exercise, by the way. And I think, since the 60s, GE has been present in the power sector in Tunisia. And I have been told that 50% of the energy is being produced by GE product of some sort. Today the country setting up is a target, and we are here as a General Electric company ready to help, to support, to work with the government, EPCs, companies, with local companies as well, with investors to contribute to reach that goal. So that's how we want to approach. And we have, as General Electric, enter new countries multiple times. We have 25,000 wind turbines installed in the world. And when we enter a new country, the things we try to do is really to set up an engineering hub in order to have, people in the country to take care of the asset and the product a long time. I think that's very important, as I mentioned earlier. With that, I want to thank you very much for this, and we'll give it back to you. Thank you. Thank you very much. We'll call you. We'll give you the minute one later. So, now, maintenant, donc, je donne la parole à M. Micro. Alors, Mohamed est donc de l'entreprise secteur panel, Renewable Energy, et il est dans le Engineering, Manufacturing and Independent Construction, donc de SFAX, et je pense qu'il a fait ses études aux États-Unis. Ah oui. Oui, donc, That's why I will speak in English. University, Studies and Diploma, Ohio University, Buckeye State. Yes, I'm Buckeye Buckeye. State. Hoosier State.
I'm the Hooter State. He's from Indiana. Columbus, all right. تفضل. Okay, thank you very much. And I will be brief, hopefully. It's the end of the session, so everyone would go. Yes. So we would like to share today with you the experience of Socomini company in renewable energy and the potential of local company content in the construction of wind farm and any solar plants. And this is very important. Yes, wind farm and solars. Why? Because we think that as you go to the renewable, you will have more of value added locally, so you can reach up to our analysis, 40 to 50% of local content in the construction of the wind farm. Yes. So instead of building 40%, in the range of 40%. Local. Donc 40% de contenu local, c'est l'impact industriel. And that's why we choose the example of Socomini, what we have done in similar wind farm, either in Tunisia or also around the Mediterranean. So as you can see, I have some pictures here of the Socomini is a private company in Sfax, engineering, manufacturing, and industrial construction. And we are certified company, and totally, we have the ASME for pressure vessel, we have the CE marking for European, we can sell structure in Europe. Also, we have, of course, the ISO certificates. And all of this is needed to be internationally in the market, so in the international market. But the most important thing is our position and geographic position. So this is a picture of the shop. So it's started in '75. It's a private and a totally exporting company. So we are a leader in our domain to be a totally exporting company in the steel construction business. But all of this is to give you what we can develop, not only as a construction, but also as a manufacturing and a know-how. Okay, I will go through the presentation and we will get questions. So as you can see from Tunisia, we exported some wind farm to different destinations. Of course, Tunisia is our first market. Also, European and Italy is a proxy market. We deliver a lot of towers, renewable. And all over the Mediterranean. So just to give you a brief of Socomini, is a private company with three main divisions. So we have the manufacturing division. So we fabricate pressure vessels, steel structure, wind towers. We also are in the construction, so we do build a complete turnkey project. So we do the installation work. And the wind tower division is to fabricate the tower in our manufacturing shop. So as I said, the certificate to be internationally, to have the quality, international quality. So ISO certificate, the ISO 3834, the welding activity is certified, the CE marking, and also we are registered to sell in Italy our product, our towers. Just to give you key figures, so about 1,100 employees in Socomini. But as we can see, I mean, if there's wind farm parks, then will be a lot of employment to be created. What we have seen in Tunisia from 2011, there's no development in the wind business, in the wind park. So really, this is we miss 3 years now, and we hope to catch up on our at least plan to have a 10% of renewable. Now we are building power plants in Sousse, 2 power plants, and upcoming 2 other power plants in Tunis, and no wind generation is being built.
Stag is for somehow didn't go, and the privates with this law has been stopped. So really now we have a very big potential to advance in this business. We have about 90,000 square meters in Sfax, producing 25,000. Huh? Yes, no details. Okay. Okay. Okay, just this last figure, where we deliver our product and which companies we deliver for, Lightwind, Made, Gamesa, and this is the Bizert Kshapta Metlin was done here by Socomin as a fabrication of the towers, as you can see here, about 190 megawatt. And also Verney, we deliver to Ethiopian market, AXA and Pure Energy for Italy and Europe. So Socomin as a manufacturer, and also we are a company, so we do the civil work, the complete construction. Really, we could be a partner to all these foreign investors in order to develop the renewable energy business and parks, and that's all what I can have. Huh? Yes. Actually, we went to... Everyone wants to go. Huh? Actually, we delivered to Italy, France, also Ethiopia, 30 megawatt. Yes, we delivered 30 megawatt. Also to north of Tunisia, this is our market, and Spain, but mainly Italy, because Italy is the proxy market for us. Also in CSP plan, Socomin and local can be a leader to fabricate all steel structure, piping, all components, and also in erection. So that's really also the value added that we can put to this domain. And thank you. Thank you for your attention. Alors, ça va, merci. Donc, vous avez illustré parfaitement le modèle que l'énergie peut être non pas seulement un centre de coût, mais un centre de profit et un secteur d'exportation. Donc, nous revenons très rapidement à Abdelkrim. Abdelkrim, vous êtes réunis aujourd'hui. Quels sont les points qui vous ont rendu le plus satisfait dans la nouvelle loi et quels sont les petits points de déception? Alors, vous avez, comme pour les télés, hein, une minute, ça fait 2 spots publicitaires de 30 secondes. Je vous donne 2 minutes. Donc, 4 spots publicitaires. Je commence par là les points de déception. C'est surtout là les délais importants qu'on a eu besoin là pour mettre en place cette loi. Ça fait un bon moment où l'agence, le ministère de l'Énergie, à travers des études, il a approuvé l'intérêt de développer les énergies renouvelables en Tunisie. Il a approuvé là, il a confirmé l'importance de créer ce marché, que ce soit pour équilibrer un peu la balance énergétique du pays, que ce soit aussi pour l'intérêt de fabrication locale, de création de postes d'emploi. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire que ce choix de 30%, c'était un choix parmi 5 options qu'on a étudiées en détail. Et on a démontré que le recours aux énergies renouvelables, ça va nous permettre au moins de créer 17 000 postes d'emploi. Si jamais on va encore dans l'intégration industrielle locale, là, on peut créer beaucoup plus de postes d'emploi. Aujourd'hui, on a exposé l'exemple de Socomin, mais il ne faut pas oublier qu'on a 6 fabricants de chauffe-eau solaire qui exportent même. On a aussi, à travers un petit programme de toiture solaire, ce qu'on appelle le Prosolilec, là, mis, disons, le cadre favorable pour implanter 5 usines d'encapsulation des modules photovoltaïques en Tunisie. Avec la qualité... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que là, les délais et le temps perdu, surtout à travers cette discussion de l'article 13 de la nouvelle Constitution, on a pris les renouvelables comme étant une richesse nationale, donc il faut... bref. Quels sont les... pourquoi je suis... je suis satisfait de cette nouvelle loi, étant donné que c'est une loi qui a pris en considération tous les aspects et tous les régimes juridiques possibles pour la production d'électricité.
l'autoproduction, et on a fait à travers cette loi aussi l'extension du régime de l'autoproduction aux collectivités locales et aux entreprises publiques. Il y a aussi le régime de la production privée, moyennant les tarifs d'achat, chose qui n'est pas assez courante, et aussi là, les appels d'offres pour les grands projets, sans oublier aussi que là, le plan de développement des énergies renouvelables, là, qui va fixer même, disons, des réserves énergétiques pour les grands projets, et qui a mentionné la nécessité, d'une intégration industrielle locale minimale. Aujourd'hui, on tabule sur 40%, mais au fur et à mesure qu'on va à l'avant, peut-être que ce taux d'intégration industrielle, il va être beaucoup plus important. You have a flight? Yeah, that's so that's my. Could you say just a few? Do you have any additional remarks? No, thank you. Maybe just one thing. I think you have business in Tunisia, don't you? Yeah, we do. Pardon, excusez-moi. Yeah, sorry. No, it's good. Hello. Yeah, Yes. we do have Do you have business in Tunisia? Yeah, we do have business in the power sector. And in renewable energy? In the renewable, we are now starting and evaluating. I think there is something that I heard that with Tunisia, you established a world record on the installation of a turbine. Okay. Do you know about that? A world installation of a turbine, GE installation of a turbine, within 7 months. That was in 2012 in Bir Msherga. That was part of an emergency plan that we did along with STEC. That was back then. Okay, so that means with all of these given you should be encouraged to come. Please come back to Tunisia and have a good flight. Thank you. And I'm very glad that that I met Sakama for Okay, we could indeed, work indeed, together in the indeed, future. okay. So, Si Mohammed, I think since we don't have much time, puisqu'il y a maintenant pas beaucoup de temps, puisque vous avez pas beaucoup de temps, donc s'il y a quelques questions, on nous a pris notre temps sur l'autre panel, donc c'est pas juste, mais enfin c'est la vie. Donc il y a une ou deux questions. Oui, tfaddal. Alors, si vous voulez bien venir prendre le micro. Comme ça, on gagne du temps. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est Ali, oui, OK. Hello. Hi, I'm Jesper. Oh, can I? Yes, okay. Hi, I'm Jesper Michelsen. I'm the head of an independent wind power development company, Oxo Energy. And thank you for a very interesting discussion here on how we can grow the Tunisian wind power market. I have one kind of comment and then one question. So my comment from working 15 years in the industry around the world, Scandinavia, the US, and now in Tunisia, is I think we can certainly bring in the investment that you are talking about. We can certainly meet the megawatt targets. Over time, we can certainly create the jobs, but we don't start with the jobs. We start with the targets. We start with an open market, clear rules. Then the investment and the jobs and the local growth will certainly happen. So that's my recommendation. I think Tunisia is taking really smart steps with the law, with the targets, etc., opening up for feed-in tariff. So I look forward to working with you and others on growing the industry. My question is, what recommendation would you give independent wind development companies like mine or others on how can we help grow the industry? Hello. Again, this is Ali Fizani, from managing partner of Alpha Strategy. So I'm going to just switch in English before I switch in French for Monsieur Combier and Monsieur Mohamed Triki, since they spoke in English. So I have two questions that goes for both of you. Oui, mais
D'accord, donc la question qui va pour les deux, donc les deux sociétés, moi ça m'intéressait de voir, puisqu'on parle d'innovation et de recherche, quelle est effectivement la part du budget de recherche et d'innovation dans vos deux sociétés? Deuxièmement, parce que c'est important pour moi de savoir effectivement qu'on est pratiquement dans la même réponse au message aux investisseurs, que l'innovation et les recherches fait partie effectivement de ce steady growth, de cette nouvelle tendance d'investissement en Tunisie. La deuxième question qui va effectivement à Mohamed Trigui, donc ce Cominine, quel est le ratio, moi j'ai vu 1100 employés par rapport à 25 000 tonnes de capacité de production ou de capacité de... Alors quel est le ratio de ressources humaines effectivement par rapport à la capacité de production et par rapport aux normes internationales et standards internationaux de production de ce genre de trucs? Ma troisième question, et j'en finis là-bas, M. Hanechi, vous m'excusez, juste une question à M. Abdelhamid Ghzel concernant justement la loi. Et pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, Hanechi, sur effectivement une vision jusqu'à 25 ans, le GOP et le COP, et je crois qu'on n'a pas encore saisi. Moi, ma question à M. Abdelhamid Ghzel, par rapport à la nouvelle loi, moi, ce qui m'interpelle en tant que Tunisien et nouveau entrepreneur, c'est en fait la réponse que nous sommes en train de donner à nos investisseurs par rapport à un appel d'offres international ou national. Donc, on n'a pas utilisé l'appel à manifestation d'intérêt. Et donc, il y a un recoupement par rapport aux réponses qu'on donne aux appels d'offres. Et c'est malheureusement le moins 10 ans que nous sommes en train de tirer, il y a plus que 50 ans, alors que par rapport à ce qu'a dit M. Hanechi, justement, il faut ressortir de ce coût et aller vers un centre de profit au lieu de coût. Merci. Yeah, very quickly. I mean, the research and development of the wind business, I mean, it's a global budget. I cannot disclose the numbers now, unfortunately. And we are constantly looking at new products, and we're looking at products which fit and map the world. So we're not developing product for a country itself, but we're trying to combine some countries in order to kind of balance the investments. So that's what I had. I just an answer, yes, a quick reply on the capacity and a number of employees. Yes, 1,100 employees is for the total number of the company, but since the company has two divisions, main divisions, one is the manufacturing, about 500 employees, and the remaining are for the construction on EPC projects, basically. So the ratio, it is not 1,100 over the 25,000, but just these are key figures. So we have about 500 employees in the manufacturing plants, managing to output of 25,000 tons, okay? Another important thing is that our company is developing itself when we have research and development inside the company. And we have the most important thing is the training center that we are training all our qualified welders and painters to the international levels. And we have these qualification, international qualification. And we have really gained a lot of experience and know-how while dealing with international operating companies like GE, Gamesa, Made, where we had this transfer of know-how and how our plant should be managed and run to the international standards. So really we have gained this. Concernant la première question, qu'est-ce qu'on attend du secteur privé? On attend une adhésion massive dans cet effort de développement des énergies renouvelables, mais pour le moment, dans l'attente de la publication des textes d'application, on compte sur votre coopération pour nous faire bénéficier de votre feedback. On va préparer un draft concernant ces textes d'application et on compte sur le secteur privé pour avoir son feedback sur ce draft. Ça ne sert à rien de préparer des textes d'application alors que ça ne mobilise pas et ça ne permet pas de mobiliser le secteur privé. Toujours dans l'esprit gagnant-gagnant, bien sûr. On ne cherche pas uniquement à travers ces textes d'application de satisfaire le secteur privé, mais aussi de respecter un peu les équilibres économiques du pays et principalement aussi les intérêts du consommateur final d'électricité. Notre objectif, c'est toujours de chercher le kilowattheure le moins cher, mais le kilowattheure aussi stable et fiable. Concernant cette question d'appel d'offres, lorsque j'ai parlé d'appel d'offres, ce ne sont pas les appels d'offres classiques lancés par l'ASTEC pour avoir des équipements, mais ce sont des appels d'offres dans le cadre des concessions. C'est-à-dire c'est le soumissionnaire qui sera retenu
là mais qui va vendre cette électricité à l'Aztec. Et partout dans le monde, là, on choisit, bien sûr, on s'assure que là, le soumissionnaire retenu, quand même, il dispose des ressources techniques et financières là, qui sont sûres et suffisantes pour honorer ses engagements. Mais partout dans le monde, on prend, une fois que ce stade et cette condition est respectée, on prend le kilowattheure le moins cher. Voilà. Merci. Ma recommandation, c'est que la NME a déjà organisé une journée pour expliquer la loi, mais quand on est prophète, on prêche toujours dans le désert un petit moment, et on espère avoir une salle comble la prochaine fois. Donc, organisez un autre atelier sur la nouvelle loi, et nous ferons en sorte qu'elle soit une salle comble. Merci beaucoup, et voilà, on vous donne 2 micros.